Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons peindre Baleg, issu de la série Legendary Dragons, édité par les studios Lair. Je mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Donc vous vous dites, voilà, ça fait un sacré bazar sur le plateau pour nous parler d'une vidéo de peinture, mais je voulais justement montrer un petit peu les coulisses de l'assemblage, de la post-impression, etc. C'est toujours intéressant, je trouve. Bah, voilà, plutôt que de voir juste le modèle fini, où on se dit: «Bon, bah, tout s'est passé comme sur des roulettes» et c'est assez rarement le cas quand même que tout aille très bien d'un coup. Parce que là, ce modèle concrètement, il est vraiment destiné à une impression résine, et comme vous pouvez le voir, j'ai imprimé la majorité des pièces en FDM au même format, enfin au format initial du fichier, donc pas de modification d'échelle. Ça a été possible avec l'essentiel, sauf que comme vous pouvez le voir et comme on va le détailler un petit peu par la suite, il y a eu forcément quelques petits problèmes. Heu, des petits problèmes de support qui ont fait casser certaines pièces, d'autres qui se sont mal imprimées, heu, d'autres très bien évidemment, hein, comme là le socle est très bien. Les jambes sont très bien aussi d'ailleurs, mais j'ai eu des petits problèmes, avec une des 2 ailes, le bout de la queue qui était vraiment réticent à faire ça bien, parce qu'en fait il y a un grand mouvement de la queue et du coup suivant le sens où je l'imprimais, ça sortait jamais vraiment parfaitement. Donc j'ai été obligé d'imprimer en plusieurs parties. Le corps principal, il y a pas mal de picots, quasiment un picot sur 2, soit qui a cassé, soit qui s'est imprimé, vraiment pas terrible, faut le dire. De toute façon, voilà, moi personnellement, les pics du dragon, je les trouvais pas terribles non plus sur le modèle initial, donc j'avais de toute façon décidé de faire quelque chose. On verra ça un petit peu plus tard. Là, je profite de l'occasion juste pour vous montrer la différence, que j'avais imprimé quand même pour la forme les bras. J'ai essayé plusieurs sens d'impression, plusieurs orientations pour vraiment voir, s'il y avait quelque chose à en tirer. Heu, concrètement, non. C'est une des parties qui est sur l'avant du modèle qui est très visible. Je trouvais vraiment pas ça terrible, donc c'est pour cette partie, je suis passé par la résine. Voilà, comme on peut le voir, hein, et bien que certains disent qu'on peut obtenir les mêmes résultats en résine et en FDM, je vous laisse juger par vous-même. En FDM, ça a été imprimé en 0.2 de hauteur de couche et 0.05 de hauteur de couche pour le SLA, donc pour la résine. J'ai eu effectivement aussi d'autres problèmes pour la tête. La tête qui est clairement pas exploitable en FDM. Si on veut quelque chose de vraiment détaillé, c'est complètement impossible. Sauf que là, voilà, en enlevant les supports, j'ai enlevé la moitié des chicots avec. Heu et il faut bien le dire, un dragon sans dents, c'est quand même vachement moins menaçant. Donc j'ai juste fait une réimpression, pour l'avoir avec des dents. Heu et pour la petite histoire, voilà, moi j'utilise de l'eau chaude. Une fois que j'ai terminé de nettoyer mon modèle et avant le passage aux UV, j'utilise de l'eau chaude pour enlever les supports. Ça les ramollit et du coup ça devient très simple à enlever. Sauf que là, voilà, vu que les dents sont très fines, bien elles sont parties avec les supports tout simplement. Donc bon, je l'ai réimprimé dans l'autre sens, histoire que les supports soient positionnés sur le haut de la tête et là cette fois-ci ça a bien fonctionné. On a juste quelques traces de support, ce qui est normal, on les enlèvera au scalpel, ponçage, par la suite. Ça c'est pas le plus important, on verra ça un petit peu plus dans le détail. On commence donc par réparer la queue. Donc j'ai imprimé un petit morceau un petit peu plus long, histoire d'avoir de la marge et de pouvoir couper, que ce soit la queue ou le bout, de pouvoir les couper de façon à ce qu'ils soient plus faciles à assembler. Donc là voilà, on coupe les deux, on remet un peu ça en forme, parce que forcément le fait de couper ça les aplatit. Un petit coup de ponçage sur chacune des deux parties pour optimiser l'accroche et puis pour faire une surface bien lisse, bien parallèle. Un petit coup de superglue, on colle tout ça, en essayant voilà, de faire attention surtout à l'angle. Pas évident sur cette partie-là d'ailleurs. Même principe avec l'aile. Là, le petit morceau il était parti en enlevant les supports, donc les deux parties s'adaptent très bien, parfait. Un petit coup de colle encore une fois. On essaie de caler tout ça bien comme il faut. Et normalement, pas de surprise particulière. On obtient quelque chose de quasi parfait. Donc là, on attaque le gros morceau. Alors avec du milliput, on se coupe deux petites galettes, une de chaque. On mélange ça bien comme il faut, jusqu'à obtenir un mélange bien homogène et bien élastique.
Voilà, une fois que c'est fait, on fait un petit boudin. Vous pouvez voir que j'ai déjà commencé à attaquer, mais là je vous montre la méthode, ça sert à rien de vous montrer chaque épine. On coupe suivant la longueur de ce qu'on veut faire comme longueur de pointe. On aplatit une des deux extrémités de façon à créer un pic. Là, avec un cure-dent, je viens percer la base, puisque vu que les pics existent déjà, mais qu'on veut juste les modifier, ça nous fait une bonne base d'accroche. Comme ça, on peut respecter quand même un minimum l'angle initial des picots. Moi, je le laisse sur le cure-dent pour le rerouler un petit peu et lui redonner une forme le plus cylindrique possible. Voilà. Ensuite, on vient piquer ça là où ça doit venir. Voilà. Avec un petit outil, on vient plaquer ça contre le modèle de base. Pas d'inquiétude, hein. En séchant, ça va très bien accrocher. On essaie de pas tout péter au fur et à mesure, évidemment. Ensuite, alors le socle, j'ai utilisé la même méthode que pour une des vidéos précédentes de gros goût. Donc là, voilà, j'ai profité de ce qui me restait comme millipede pour sculpter un petit crâne. Sinon, j'ai utilisé voilà, plusieurs épaisseurs de grains de sable. J'ai sculpté aussi un petit tibia pour la forme. J'avais sculpté d'autres trucs aussi, mais bon, au final, tout ne rentrait pas, donc ça sert à rien. Au moins, ça permet d'utiliser les chutes. Donc voilà, ensuite, prochaine étape, on apprête l'ensemble des pièces. Un après gris de chez AK, que j'aime beaucoup, un gris clair. Voilà ce qu'on obtient. J'ai commencé à assembler quelques éléments. Alors tout n'est pas assemblé parce que le modèle il est assez exigeant en termes d'assemblage, mais bon. Donc voilà, l'étape suivante c'est de tout baser en noir. Donc vous voyez qu'il y a encore un petit peu de gris, mais c'est parce que justement j'ai quelques retouches avec le Tamiya Putty. On lissé quelques éléments et puis bouché quelques jonctions avec. Voilà, donc là j'ai le Tamiya Putty est sec, j'ai repassé une couche de noir là où c'était nécessaire et on va commencer à faire un petit éclairci avec un gris pâle. Euh, alors c'est pas du blanc, mais on peut le faire avec du blanc aussi. C'est juste faire un pré-éclairci en fait. Ça permettra de déterminer un peu déjà les zones claires, les zones sombres. Et puis bah, voilà, pour la méthode que je vais utiliser après, c'est quand même bien utile. Donc voilà ce qu'on obtient après avoir passé l'éclairci sur l'intégralité du modèle. Donc là on a une bonne idée déjà d'où va venir se poser la lumière et surtout on a laissé certaines zones complètement noires justement pour pouvoir profiter d'une sous-couche efficace. Et c'est parti pour la peinture. On va commencer par un beige de chez Valero pour peindre les ossements, donc pour les mettre un petit peu en valeur. Là forcément le fait que le modèle soit totalement assemblé avant peinture, ça nous oblige à appliquer une méthode un peu différente, qu'elle soit adaptée à ce type de peinture. Donc là le but c'est juste de faire ressortir les deux ossements pour les mettre un petit peu en avant. On applique ensuite un Dark Hot Flesh de chez Citadel sur l'ensemble du sol, y compris les ossements d'ailleurs. L'avantage du Dark Hot Flesh, c'est que c'est un brun rouge, un rouge foncé, enfin, peu importe. Donc ça fonctionne très bien et pour les ossements et pour le sol. Voilà, on fait l'intégralité et ensuite on lui met un Griff Charger Grey qui est un gris légèrement bleuté, plutôt un bleu assez désaturé, qui va nous permettre de faire ressortir assez facilement la partie rocheuse, les parties rocheuses, et en plus ça nous crée un joli contraste avec le sol un peu rougeâtre. Voilà, c'est rapide et ça fonctionne parfaitement. Voilà ce que ça donne. Et vous voyez qu'en deux petites étapes rapides, on a déjà un sol un peu plus intéressant.
On va faire la même chose avec une encre Candy de chez Green Stuff, là, le vert de jade, euh, pour l'œuf. Voilà, cette petite couleur Candy, ça donne un côté un peu magique, un peu fantastique à l'œuf, et c'est un petit peu ce qu'on veut. Mais on voit du coup avec ces encres et ces contrastes tout l'intérêt du pré-ombrage qu'on a fait initialement. Ça permet voilà, de faire ressortir les détails rapidement et de donner quelque chose d'assez agréable à l'œil. On va réutiliser le même contraste qu'on a utilisé pour le sol pour ombrer les parties de l'œuf qui doivent l'être. Pourquoi ombrer avec ça? Tout simplement parce qu'il y a du rouge dedans, que le rouge et le vert sont des couleurs complémentaires, donc ça va désaturer le vert tout en l'assombrissant un petit peu. Donc ensuite un petit mélange avec du Sahara Yellow de Scalecolor, un petit beige précédemment utilisé de chez Valero et un flat red juste pour réchauffer un peu l'ensemble. Et on va utiliser ça du coup pour faire toutes les parties qu'on veut faire en jaune sur le dragon. Donc en l'occurrence les ailes, l'épine dorsale et une petite partie du crâne. Voilà, tout ça en couche fine. Donc là après 4 couches fines pour avoir un rendu à peu près homogène, on obtient quelque chose dans ce genre-là. Ensuite, on ajoute un peu de Rhinox Hide de chez Citadel à ce mélange pour faire les parties ombrées euh, des mêmes zones. Donc là, pour le coup, on voit le dessous des ailes, mais on ombre aussi les parties qui ne prennent pas la lumière sur la queue, par exemple, ou quelques ombres sur le cou, etc. Là, je vous montre pas tout, mais bon, le principe est assez simple. Et là, pour le coup, ce sont des ombres pas trop assez marquées. Un Cayman Green de chez Valero toujours. Pour baser l'intégralité du modèle, l'intégralité de ce qui reste, donc ce qui n'a pas encore été peint. J'utilise là encore des couches assez fines. Après, voilà, vaut mieux toujours utiliser des couches plutôt fines. Déjà, parce que quand c'est bien liquide, ça pénètre plus facilement dans les creux. Et puis, la répétition permet de varier un petit peu le rendu d'opacité. Donc voilà, là j'ai passé toutes les parties qui doivent euh, être un petit peu éclairées sur les parties sombres et par contre l'intégralité des parties claires. Et du coup, on va pouvoir passer aux premiers ombrages. Donc là, on reprend le même vert caïman, un peu de Rhinox Hide pour assombrir tout ça, un peu de noir pour assombrir encore un peu plus parce que c'était pas suffisant, et un peu de violet juste pour désaturer le vert. Et là, on fait toutes les parties qui seront totalement à l'ombre. Voilà, le dessous des ailes, le dessous du corps, voilà, toutes les parties qui resteront vraiment dans l'obscurité. Donc voilà ce qu'on obtient. Là, on a quasiment recouvert l'intégralité du modèle avec les couleurs de base. On voit qu'il y a déjà certains petits effets qui se dessinent tout seuls sans qu'on ait à faire grand chose. Alors, ensuite, prochaine étape, un petit Dried Blood de chez Valero toujours. Très dilué. Alors moi je mets du Fluid Improver, vous pouvez aussi mettre du médium. À ce stade-là, du médium mat ou brillant, ça fait pas de différence. C'est juste pour éviter, enfin pour permettre, on va dire, que ça glisse un petit peu mieux, que ça fasse pas d'auréole, etc. Parce qu'on l'utilise très très dilué. Et le dried blood, c'est plutôt quelque chose d'assez épais à la base, forcément pour simuler le sang séché. Donc on reprend notre base Sahara Yellow avec du beige pour commencer les éclaircies sur les zones qu'on a traitées en jaune. Là, tout ça, on le fait sous forme de filtre, donc très très dilué, juste de façon à former les éclaircies au fur et à mesure, en superposant les couches. Donc là, on n'hésite pas à tirer la peinture ou à la pousser selon où vraiment on veut que se concentrent les pigments pour éviter justement les traces de pinceau et les auréoles disgracieuses. Voilà, on fait ça vraiment gentiment, étape par étape. On n'hésite pas non plus, comme vous le voyez, à utiliser la tranche du pinceau de façon à fondre vraiment l'ensemble avec la couleur de base.
voilà, pour avoir un rendu le plus diffus possible sur les bords. Donc voilà ce qu'on obtient après quelques couches superposées. Bon là ça paraît un peu violent à l'image, mais bon, de toute façon c'est un peu ce qu'on voulait. Donc ensuite on va utiliser un mélange beaucoup plus clair, donc du beige et du blanc cassé de chez Valero et Prince Auguste, ou et peu importe. Là le but c'est vraiment de mettre en valeur les arêtes, donc on l'utilise cette fois-ci assez peu dilué, c'est vraiment pour des petites zones, et on va essayer de faire ressortir les parties qui seront vraiment impactées par une lumière directe. Sur l'épine dorsale, on n'hésite pas également à y aller en faisant un peu de texture, avec des petits points, avec des hachures. Vu que c'est une partie assez tortueuse du modèle, c'est intéressant de pouvoir lui donner vraiment du mouvement, qu'on sente un petit peu les écailles, etc. Ça, c'est vraiment le bon moment, cet éclairci pour faire ce type de travail. Ensuite, on va utiliser de nouveau le dried blood, mais cette fois pour tout ce qui est blessure. Alors, bon, on ne sait pas, avec l'historique du dragon, si les blessures sont récentes ou si ce sont des anciennes blessures. Mais le dried blood a tendance à mettre bien en valeur ce type de déchirure. Enfin, moi, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au modèle, quelque chose un peu crado, voilà, un peu à vif. Enfin bref, moi j'aime bien. Donc toutes les ouvertures dans les ailes, parce que c'est essentiellement là où il y a les blessures, on va appliquer le dried blood. On utilise ensuite un blood red, donc un rouge vif, de façon à apporter un petit peu de lumière et un petit peu de texture aux parties qu'on vient de passer avec le dried blood. Le dried blood il est quand même très sombre. Puis bah, du coup voilà, c'est pareil, ça donne un petit peu de contraste. Ça permet de jouer justement un peu sur la lumière, même si on va pas trop forcer sur ces parties-là, d'une parce qu'elles sont pas très éclairées, puis en plus pas non plus le plus important. Ensuite, un petit vert caïman qu'on a appliqué de base avec un beige, toujours les mêmes qu'on a utilisés tout à l'heure, relativement dilué, on va dire, allez, bon, j'ai du mal à le dire comme ça, mais que ça soit un petit peu transparent quand même, de façon à pouvoir accentuer plus ou moins les lumières en passant plusieurs couches. Donc là, on va l'appliquer sur toutes les parties les plus importantes, enfin, là où ça sera vraiment éclairé en pleine lumière, de façon à commencer à construire les dégradés avec les parties plus claires. Voilà, comme cette partie-là, forcément. On voit par contre qu'on n'a pas du tout utilisé cette teinte dans les parties ombrées. Évidemment, on utilisera par la suite un autre mélange de peinture. Donc voilà, on commence à avoir une base assez intéressante. On va, on va pouvoir s'occuper des parties un tout petit peu plus, un tout petit peu plus éclairées. Donc là, on prend du Dorniello, pour le coup assez dilué aussi. Là, c'est vraiment pour pouvoir apporter des points de lumière. Et alors, on n'est pas sur le même principe que les arêtes, mais on va quand même mettre en avant toutes les parties vraiment lumineuses et toutes les parties importantes qu'on veut faire ressortir, de façon à donner un petit peu de caractère à tout ça et attirer le point focal sur l'endroit qu'on veut. Donc on reprend notre petit Cayman Green et cette fois-ci on va l'utiliser, alors même si c'est pas très visible, relativement dilué, de l'ordre de 1 pour 2, et on va utiliser cette base pure pour éclaircir un petit peu les parties très sombres, pour faire un peu la jonction justement entre les parties vraiment sombres et le reste. Et bah là, par exemple comme sur la cuisse arrière, pour commencer justement à travailler un peu les dégradés, pour adoucir un peu pareil les transitions entre les parties très sombres en dessous et les parties très claires au-dessus. On peut commencer déjà même à corriger certaines petites choses, donner même un petit peu de texture éventuellement aussi. Donc ensuite on utilise
un rouge, donc là j'ai repris le Blood Red qui était déjà sur la palette, que j'ai dilué très très fortement. Là pour le coup on est je sais pas, une goutte de peinture pour 8 gouttes d'eau, vraiment que ce soit très liquide, parce qu'au final je me suis rendu compte que il était très désaturé, enfin les ailes étaient très désaturées avec la lumière. Donc là c'est juste pour leur redonner un petit peu de peps, euh, parce que sinon bon, c'était pas vraiment le rendu que je souhaitais. Alors, le petit Dorn Yellow, toujours cette fois-ci très dilué. Alors je l'ai utilisé voilà, pour faire des petits points. Ça c'est totalement optionnel, hein, c'est vraiment complètement subjectif. Euh, J'aime bien l'idée. Alors de très près ça donne pas grand-chose, mais par contre quand on s'éloigne un peu du sujet et qu'on a une vue d'ensemble, ça donne un petit rendu sympa pour les ailes. Donc ensuite on reprend notre bon vieux Dorn Yellow qu'on utilise avec un Pure Green de chez Amo cette fois-ci, donc un vert assez neutre. Et là l'idée donc ça va être de travailler toujours assez dilué pour commencer à poser vraiment les fortes lumières sur les parties vertes. Donc là, c'est le moment, comme on a fait sur l'épine dorsale, de donner également un peu de texture. Donc pas hésiter à faire un peu de hachure, un peu de pointillé, donner vraiment, voilà, donner vraiment de la texture au modèle, surtout sur les avant-bras comme ça, qui sont assez lisses, puis qui sont imprimés en résine. Et évidemment, on peut commencer également à travailler les dégradés, puisqu'on avait déjà fait des premiers éclaircis avec ça. Donc là, voilà, on y va sur des petites zones, vraiment, voilà, petit à petit, on commence à construire vraiment les zones d'éclaircie. Ensuite, même principe, je le remonte toujours, mais ça commence à devenir un petit peu évident. Donc là, on reprend le Cayman Green avec l'Orinox Hide, juste pour faire un petit lining sur les ailes, de façon à bien démarquer la limite entre les ossements et les ailes. Voilà, on va pouvoir passer au picot. Donc là, un Dark Sea Grey avec une petite goutte de noir dedans pour avoir un gris moyen un peu plus sombre. Euh, donc là, juste on repasse en fait toutes les épines, les griffes, etc. On repasse tout ça avec ce mélange en laissant juste tranquille les parties qui sont noires. C'est vraiment les parties qui resteront à l'ombre, donc autant les laisser noires. Voilà. Et ensuite, avec un Sky Gray, donc pour le coup, cette fois-ci un gris très clair, on vient poser les zones de lumière principales. Et pour finaliser l'effet là-dessus, un petit coup de Skeleton Horde de chez Citadel. Euh, voilà. Je sais pas si vous commencez à le savoir, mais j'adore ce contraste. Vraiment, ça transforme n'importe quoi en quelque chose de vraiment cool. Et pour tout ce qui est ossements, griffes, dents, perso j'adore. Donc là on y va par fine couche, déjà parce que les surfaces sont petites, et puis ça permet de faire varier un peu l'intensité, euh, puisque là on l'utilise pas vraiment en tant que wash, quoi, on l'utilise plutôt justement en tant que filtre pour teinter l'ensemble. Donc ensuite un petit jade green de chez Valero Game Color, toujours avec notre Dorn Yellow, et on va commencer à apporter un petit peu de lumière, donc cette fois-ci très dilué pour commencer, même si là c'est pas flagrant à l'image, mais il est très dilué. Et on commence à donner un petit peu de lumière sur les parties qui sont frappées directement par la lumière justement, parce que jusque maintenant il était un peu fade, on avait fait les ombrages, mais il était un peu trop homogène et forcément ça, voilà, il n'y avait pas d'attention sur lui. Donc voilà, ici plusieurs couches, quelques couches un peu plus épaisses pour faire ressortir les arêtes. On essaie de travailler un petit peu les dégradés de la même façon qu'on le fait un petit peu partout. Donc vous voyez sur certaines couches que il est quand même relativement dilué. Justement avoir un maximum de contrôle là-dessus. Alors, c'est pas dans l'ordre chronologique, mais évidemment, après le Skeleton Horde, j'ai repris un peu de beige, pas trop dilué, juste pour refaire un peu les pointes
et apporter quelques touches de lumière sur les arêtes. Donc là, vous voyez que je le fais avec la tranche du pinceau parce que c'est plus simple d'avoir des traits fins de cette façon sur les parties arrondies. Et j'en profite pour mettre quelques points d'éclaircie aussi sur les dents. On lui a refait des dents, faut bien qu'on les voit à un moment donné. Donc, un peu d'intermediate blue de chez Valero et du bleu glacier. Cette fois-ci là, pour commencer, intermediate blue seulement, et puis ensuite au fur et à mesure, on éclaircit avec le bleu glacier pour donner un peu de complexité au rocher. Je vous rappelle, on avait juste mis un contraste dessus, donc là on essaie de donner quand même un peu de variation. Et ça, on en profite pour corriger, voilà, par exemple, le candy qui avait débordé un petit peu. Donc ça permet voilà, de cibler un peu plus les points de lumière et éventuellement de faire quelques petites retouches là où c'est nécessaire. Voilà, les parties qu'on avait laissées complètement noires, ça permet également, comme on le voit ici, en diluant beaucoup, de donner un petit peu de vie. On reprend notre bon vieux Dried Blood. On aurait pu prendre autre chose, hein, c'est juste qu'il était déjà sur la palette, donc autant l'utiliser. Pour faire toutes les parties organiques de l'intérieur de la bouche. Donc voilà, là essentiellement la langue, les bajoux, le palais, etc. On va ensuite venir commencer à dégrader les parties qui prennent un petit peu plus la lumière. Donc là, effectivement la langue qui est très exposée, qui doit être bien visible. Mais aussi les petits volumes qui doivent ressortir un peu. Donc là, les muscles plus ou moins maxillaires, même si c'est un dragon, ça doit porter à peu près le même nom. Et j'en profite aussi pour mettre quelques petits points à la base des dents pour simuler un semblant de gencive. Il a la bouche grande ouverte, donc techniquement on devrait quand même voir un peu les gencives. On rajoute un peu de bleu glacier dans tout ça. Même logique, hein, parce que c'était sur la palette, donc autant utiliser celui-ci, puis ça fonctionne parfaitement avec le rouge. C'est un beau rose, un peu désaturé. Et donc là voilà, on commence à construire les dégradés. On apporte quelques petits points de lumière toujours avec ce mélange. Et puis de toute façon là on va construire tout ça au fur et à mesure. On n'hésite pas à revenir, voilà, comme ici avec un peu plus de rouge pour reteinter, etc. Après voilà, toutes les petites parties comme ça dégradées, il faut surtout pas hésiter à, à faire des allers-retours entre l'ombre, la lumière, repartir d'une couleur pour aller sur une autre et revenir sur la précédente. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec le Troll Slayer orange de chez Citadel pour commencer à simuler un petit peu, alors pas les flammes, mais voilà, j'avais envie qu'il soit prêt à cracher le feu. Donc j'ai commencé avec le Troll Slayer, là, le Troll Slayer, c'est dur à dire, orange bien dilué. Et en fait, au fur et à mesure des couches, forcément, on va amener de l'opacité là où on veut. Commencer pareil à dégrader, soit avec les teintes qui sont en dessous, comme ici par exemple, voilà, ici on met quelques petits points, et comme ça permet de continuer à voir un petit peu la couleur initiale par transparence. Et plus on va mettre d'épaisseur, plus on aura une tonalité vraiment franche de orange. Et de cette façon-là, voilà, on va commencer à créer un peu l'illusion de réflexion, etc. Alors là, je me concentre sur la partie du dragon, mais il faudra évidemment faire les reflets qui sont projetés, donc sur les griffes, sur l'œuf, sur la queue, enfin voilà, toutes les parties qui sont directement exposées à, à la lumière chaude qui sort de sa gorge. Donc voilà, là je l'ai fait un petit peu. Je vous passe tout ça en assez rapide parce que c'est quand même très empirique comme méthode. Perso, j'ai pas de technique particulière. Je fais beaucoup de va-et-vient. Voilà, j'aurais éclairci franchement certaines parties pour pouvoir revenir ensuite resaturer avec le orange. Voilà. Enfin, là, bon, j'ai pas de méthode spécifique à donner par rapport à ça. On voit ici que j'ai utilisé également un peu de jaune. De mémoire, je crois que ça doit être du Sun Yellow.
Donc un jaune bien flashy. Et tout ça toujours avec un peu de transparence pour justement voilà, utiliser cette transparence pour complexifier les dégradés et pour obtenir un rendu franc mais avec des transitions assez douces. Et voilà donc ce que l'on obtient comme rendu final. C'est donc là-dessus que je vous quitte. J'espère que vous aurez trouvé la vidéo intéressante et que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, laissez un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Et moi je vous dis à très bientôt.